Présente-lui tes excuses ou tu es consigné, m'a hurlé mon père milliardaire. J'avais 30 ans. J'ai regardé son contrat de 19 milliards de dollars et j'ai simplement dit, je m'en vais maintenant. Le lendemain, son avocat a fait irruption dans le bureau, tremblant. Monsieur. C'est elle qui possède l'IA. Le contrat de 19 milliards de dollars est nul. Mon père s'est figé. Je m'appelle Tegan Brox et à 30 ans, mon père milliardaire m'a envoyé dans ma chambre. Oui, vous avez bien entendu, une femme adulte, diplômée et avec une carrière, a été consignée comme une adolescente qui se conduit mal à cause d'un accord commercial. Mais ce n'était pas n'importe quel accord commercial. C'était un contrat de 19 milliards de dollars qui devait cimenter l'héritage de notre famille. Et mon refus de jouer le rôle qui m'était assigné a brisé l'image parfaite que nous présentions au monde. Si vous pensez que l'argent résout les problèmes de famille, restez avec moi. Mon histoire raconte ce qui se passe quand on réalise que la fortune de sa famille est bâtie sur des fondations de secrets. Et que la seule façon d'être libre est de tout démolir. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Ça aide de savoir que je ne suis pas seul dans cette épreuve. Mon père, Alistair Brox, est un titan. Son nom est synonyme de Brox Global Industries, un conglomérat tentaculaire qui touche à tout, de la technologie au transport maritime. Il l'a bâti à partir d'un simple entrepôt, du moins c'est ce que dit l'histoire officielle. C'est le genre d'homme qui est photographié en train de serrer la main de président, dont un simple froncement de sourcils peut faire chuter le cours des actions. Pour le monde, c'est une légende autodidacte. Pour moi, il n'était que papa, une figure distante et exigeante qui mesurait l'amour en livrables et la loyauté en obéissance. J'ai grandi dans ce qui ressemblait à un rêve. Notre maison était un pantouse s'étendant sur les 3 derniers étages du plus haut bâtiment de la ville. J'avais des tuteurs, pas des professeurs. Mes terrains de jeu étaient des clubs privés et des plages exotiques, mais l'air était toujours rare là-haut, et il était difficile de respirer. Ma mère, Sarafina, était sa contrepartie parfaite, une ancienne chanteuse d'opéra qui jouait maintenant le rôle de gracieuse épouse de milliardaire avec une précision tragique. Elle m'aimait, je pense, de la manière dont on peut aimer un tableau qu'on a accroché au mur. Je faisais partie de la collection. Mon frère aîné, Julian, était l'héritier présomptif, charismatique, impitoyable, et imitant chaque mouvement de notre père. Il était préparé pour prendre le trône. J'étais la pièce de rechange, la fille. Mon rôle était d'être soigné, présentable, et d'épouser un jour un membre d'une autre famille puissante, forgeant ainsi une alliance stratégique. Je n'étais jamais censé avoir mes propres idées. Mais j'en avais. Pendant que Julian apprenait la politique des salles de conseil, je me cachais dans la bibliothèque, dévorant des livres sur l'informatique et la philosophie. J'ai trouvé mon évasion dans le code, dans la logique pure des machines, où les résultats n'étaient pas prédéterminés par votre nom de famille. J'ai appris à programmer seul sur un ordinateur portable que j'ai acheté avec l'argent que j'ai gagné en donnant des cours de mathématiques à d'autres enfants riches. Mon père l'a découvert et a été déconcerté. Un passe-temps, c'est bien, Tegan, avait-il dit, mais souviens-toi de tes priorités. Ta priorité, c'est cette famille. J'ai joué le jeu. J'ai obtenu le diplôme en commerce qu'il voulait, de l'université qu'il avait choisi. J'ai accepté le titre de vice-présidente qu'il m'a conféré chez Brox Global, un rôle avec un bureau chic et absolument aucune responsabilité réelle. Mon vrai travail se déroulait la nuit, dans un espace de travail numérique sécurisé que j'avais construit, financé en investissant discrètement ma généreuse mais surveillée allocation. C'est là que j'ai créé Ether. Ether a commencé comme un algorithme prédictif complexe, un projet parallèle pour comprendre les flux du marché. Mais à mesure que je lui fournissais des données, que j'affinais ses réseaux de neurones, il est devenu quelque chose de plus. Ce n'était pas seulement une intelligence artificielle. C'était un partenaire intuitif. Il pouvait analyser les événements géopolitiques, les tendances sociales, les articles scientifiques et les données financières, puis les synthétiser pour prédire les perturbations et les opportunités avec une précision déconcertante. Ce n'était pas de la magie. C'était le résultat de milliers d'heures de ma vie, investies dans quelque chose qui était entièrement et secrètement à moi. C'était mon chef-d'œuvre et mon sanctuaire secret. Pendant des années, j'ai utilisé les analyses d'Ether de manière discrète et intraçable. Je faisais une suggestion lors d'une réunion qui semblait être une intuition brillante, résolvant un problème de chaîne d'approvisionnement que personne d'autre ne pouvait résoudre. Je mentionnais nonchalamment une start-up à notre branche de capital risque qui exploserait plus tard en valeur. Mon père et Julian s'en attribuaient le mérite,
et je les laissais faire. Cela maintenait la paix et gardait Ether caché. Je me disais que je prenais mon temps, qu'un jour je le révélerais et qu'il me verrait enfin. J'étais si naïve. Le catalyseur a été l'accord de Singapour. Pendant 2 ans, mon père avait négocié une joint venture monumentale avec le fonds souverain d'une nation d'Asie du Sud-Est. L'accord valait 19 milliards de dollars. Il donnerait à Brox Global un contrôle sans précédent sur de nouvelles installations portuaires et infrastructures de données. C'était le joyau de la couronne de la carrière de mon père, la chose qui propulserait sa valeur nette dans la stratosphère et rendrait le règne éventuel de Julian inébranlable. Une semaine avant la signature finale, Ether, après avoir digéré une nouvelle série de documents réglementaires obscurs et de reportages locaux de la région, a déclenché une alerte rouge. Ce n'était pas seulement une évaluation des risques. C'était une prévision de démolition. L'accord était un château de cartes. Le ministre local qui le soutenait était sur le point d'être inculpé pour corruption. Les études d'impact environnemental avaient été falsifiées. Les modèles de revenus projetés étaient fondamentalement erronés, basés sur des données fournies par une filiale qu'Ether avait retracées jusqu'à une société écran appartenant à nos propres partenaires. L'ensemble de l'entreprise était conçu pour échouer après le transfert de capital initial, laissant Brox Global avec des milliards de dollars de passifs et des dommages irréparables à sa réputation. Ce n'était pas seulement un mauvais accord, c'était un piège. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes alors que j'examinais l'analyse d'Ether. C'était le moment. Mon moment de sortir de l'ombre, de sauver l'empire familial avec l'outil que j'avais construit. J'ai préparé un rapport traduisant les conclusions complexes d'Ether en points clairs et accablants. J'ai demandé une réunion avec mon père et Julian, leur disant que c'était urgent. Je suis entré dans le bureau de mon père, une caverne d'acier et d'art, avec une confiance que je n'avais jamais connue. Julian était déjà là, un sourire narquois aux lèvres près de la fenêtre. Mon père était assis derrière son bureau, un monolithe. J'ai analysé l'accord de Singapour, ai-je commencé, la voix stable. Nous ne pouvons pas le signer. C'est une fraude. Les données sont truquées. Le ministre est compromis. Et nous risquons des pertes catastrophiques et une exposition juridique. J'ai fait glisser le rapport sur le vaste bureau. Julian a ri. Un son court et sec. Tu l'as analysé. Avec quoi, tes gants? Ton application d'horoscope? Nos équipes ont validé ça pendant 2 ans. Mon père n'a même pas regardé le document. Il m'a fixé, les yeux froids. D'où tires-tu cette analyse? C'était le moment. J'ai pris une grande inspiration. J'ai développé un système d'IA. Je l'appelle Ether. Il exécute des scénarios et des analyses de données depuis des années. Sa précision prédictive est supérieure à 98%. Voici ce qu'il a trouvé. Le silence qui a suivi était absolu. Le sourire narquois de Julian a disparu, remplacé par de la confusion. L'expression de mon père n'a pas changé, mais j'ai vu une veine pulser à sa tempe. Tu as construit une IA, a-t-il répété, la voix dangereusement calme. En secret. Et tu l'utilises pour remettre en question l'accord le plus important de ma vie. Je l'utilise pour vous sauver, ai-je insisté, le désespoir s'insinuant dans ma voix. S'il vous plaît, regardez juste le rapport. Les preuves sont toutes là. Il a finalement pris les papiers. Il ne les a pas lus. Il les a simplement déchirés en 2, puis encore en 2, et a laissé les morceaux tomber dans sa poubelle. La signature a lieu dans 1 semaine, a-t-il dit. Tu seras là. Tu souriras. Tu te tiendras à côté de ton frère et de moi pour les photos. Tu feras ton devoir pour cette famille. Et tu ne mentionneras plus jamais cette fantaisie. Le rejet était si total, si absolu, qu'il m'a coupé le souffle. Il n'était pas en colère contre le désastre potentiel. Il était furieux que j'ai osé avoir un secret, une idée qu'il ne contrôlait pas. J'avais outrepassé mes droits. J'avais enfreint les règles de la cage dorée. Vous faites une erreur, ai-je murmuré, ma confiance nouvellement acquise s'effondrant. La seule erreur que j'ai faite, a-t-il dit, sa voix montant jusqu'à un rugissement qui, j'en suis sûr, a résonné à travers l'étage, a été de te laisser faire tes caprices. Présente tes excuses à ton frère pour lui avoir fait perdre son temps, et à moi pour cette insolence, où tu es consigné dans le pantouse jusqu'à la signature. Pas d'appareil, pas de contact. Tu apprendras ta place. Consigné. À 30 ans. Pour 19 milliards de dollars et une illusion brisée. Je l'ai regardé,
J'ai regardé le visage suffisant de Julien, les morceaux de mon rapport dans la poubelle. J'ai pensé à Ether, bourdonnant silencieusement dans son coffre-fort numérique, voyant la vérité qu'il refusait de voir. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. J'ai simplement redressé la colonne vertébrale, j'ai regardé mon père milliardaire dans les yeux et j'ai dit, je vais dans ma chambre maintenant. Le trajet du bureau de mon père à l'ascenseur privé menant aux Penthouse m'a semblé plus long que n'importe quel voyage que j'ai jamais fait. Mes talons claquaient sur le marbre poli. Un son creux dans le couloir stérile. Le personnel de sécurité, qui hochait habituellement la tête avec respect, détournait les yeux. La nouvelle voyageait vite dans notre prison dorée. J'étais en disgrâce. Les portes du Penthouse se sont refermées derrière moi avec un sifflement doux et définitif. Ce n'était pas une serrure que je pouvais entendre, mais j'ai senti qu'elle s'enclenchait quand même. Une commande numérique de mon père, révoquant mon accès biométrique au monde extérieur. Mon téléphone personnel et mon ordinateur portable étaient toujours dans mon bureau en bas, désormais inaccessibles. La ligne fixe du Penthouse était déconnectée. La tablette élégante que nous utilisions pour contrôler l'environnement, les lumières, la musique, la température, n'était plus qu'une brique sophistiquée, son accès réseau coupé. J'étais seul avec les meubles silencieux et coûteux, et la vue panoramique de la ville dont je ne faisais plus partie. La première vague d'émotion n'a été ni la colère ni la tristesse. C'était une étrange clarté désincarnée. Il l'avait fait. Il l'avait vraiment fait pour protéger son accord, son ego, sa version de la réalité. Il avait transformé ma maison en cellule. J'ai arpenté le vaste salon, mon esprit courant plus vite que mes pieds. Ether. Je devais atteindre Ether. Mon travail secret ne se faisait pas sur mon ordinateur portable d'entreprise. J'avais été trop prudente pour ça. Il y a des années, j'avais mis en place un cluster de serveurs décentralisés, ces morceaux dispersés sur des services cloud anonymes, accessibles uniquement via une série de clés de chiffrement et de phrases de passe que j'avais mémorisées. Mon point d'accès était une liseuse d'apparence ordinaire dans ma chambre. Son logiciel était fortement modifié. Elle n'avait ni caméra, ni microphone, ni moyen évident de communiquer. C'était mon passe-partout numérique. Je me suis précipité dans ma chambre, j'ai attrapé l'appareil et je l'ai allumé. Mes doigts tremblaient en entrant la longue et complexe séquence. Pendant une minute à couper le souffle, rien ne s'est passé. L'avait-il trouvé? Son équipe de sécurité avait-elle fouillé mes chambres? Puis une simple invite à briller sur l'écran. Ether en ligne. Statut? J'ai failli pleurer de soulagement. Ils avaient pris mes outils visibles, mais ils n'avaient aucune idée de l'infrastructure que j'avais construite dans l'ombre. Ils cherchaient une arme dans un tiroir. Ils ne réalisaient pas que les murs eux-mêmes étaient armés. J'ai rapidement tapé « Utilisatrice confinée ». Accès physique révoqué. Accord en cours. Confirmer l'analyse. La réponse d'Ether a été immédiate. Le texte défilait sans heurts. Analyse confirmée avec une confiance de 99,7%. Échec catastrophique prévu dans les 18 mois suivant la signature. Lancement d'un audit forensique plus approfondi des réseaux de la contrepartie. Comme nous en avions discuté lors de mes sessions nocturnes avec Ether, j'avais commencé à l'entraîner pour plus que de la prédiction. J'avais commencé à lui enseigner l'exploration proactive, comment suivre des pistes numériques sans laisser de traces. C'était une limite que j'avais hésité à franchir, mais le confinement a effacé mon hésitation. Si mon père voulait une guerre pour cette vérité, il l'aurait. Procédé, ai-je tapé. Profondeur maximale. Tout trouvé. Reçu, a répondu Ether. Achèvement estimé, 72 heures. Pendant 3 jours, j'ai joué le rôle de la fille châtiée. Quand ma mère est venue me voir, les yeux rougis, je suis resté assise en silence près de la fenêtre. Pourquoi dois-tu toujours faire des vagues, tes gants, a-t-elle plaidé, en se tordant les mains. Excuse-toi, c'est tout. C'est si simple. Laisse ton père avoir cette victoire. Ce n'est pas une victoire, mère. C'est une lettre de suicide pour l'entreprise. Ne sois pas dramatique, a-t-elle réprimandé, la voix tremblante. Ton père sait ce qu'il fait. Il l'a toujours su. C'est pour l'avenir de notre famille. Pour ton avenir. Quel avenir? J'avais envie de crier. Un avenir où j'ai perpétuellement 12 ans, consigné pour avoir une opinion. Mais je suis restée silencieuse, les laissant penser que j'étais brisée. C'était mieux ainsi.
Julien est venu une fois pour se vanter. Il a apporté une copie du résumé du contrat, épais comme une brique, et l'a laissé tomber sur la table basse en verre. Tu devrais le lire, petite sœur. Peut-être que tu apprendras quelque chose sur la façon dont les vraies affaires se font. Père dit que tu pourras ravoir tes jouets après la signature si tu te tiens bien. Je ne l'ai pas regardé. J'ai gardé mon regard fixé sur l'horizon. J'espère que les photos seront flatteuses, Julien. Il est parti, la frustration bouillonnant en lui. Il voulait une bagarre, des larmes. Mon calme indifférent était une arme qu'il ne savait pas comment contrer. Les heures se sont confondues. Je regardais les lumières de la ville s'allumer chaque nuit. Une constellation dont je ne faisais plus partie. J'ai pensé à ma vie. L'isolement doré, l'amour conditionnel, la pression constante d'être plus petite, plus silencieuse, moins. J'avais construit Ether comme une évasion, mais j'avais toujours essayé de gagner un jeu dont les règles étaient conçues pour me faire perdre. Fini. La troisième nuit, la liseuse a pulsé doucement. L'audit d'Ether était terminé. Le rapport qu'il a présenté n'était pas seulement dévastateur. Il était cinématographique. Il avait cartographié toute la conspiration, les sociétés écrans, les transferts cachés, les documents falsifiés. Il avait même accédé, par des méthodes que j'ai décidé de ne pas trop questionner, à des communications privées montrant nos partenaires riants du géant américain arrogant qu'il s'apprêtait à plumer. Le ministre n'était pas seulement en passe d'être inculpé. Il avait déjà conclu un accord d'immunité secret, acceptant de disparaître après la conclusion de l'accord, laissant le chaos dans son sillage. Mais le véritable chef-d'œuvre, le détail qui m'a glacé le sang, était la découverte finale d'Ether. Le piège n'était pas seulement l'œuvre de nos partenaires étrangers. Il y avait une composante nationale. Une série de positions courtes coordonnées avait été prise contre les actions de Brox Global, programmées pour exploser lorsque l'accord s'effondrerait. Et les fonds soutenant ces paris ont été retracés jusqu'à une société de capital risque appelée Valkyrie Capital. Je connaissais ce nom. Julien avait essayé de convaincre Père d'investir dans Valkyrie un an auparavant, les qualifiant de visionnaires perturbateurs. Père avait refusé, les qualifiant d'imprudents. Selon le tissu de données d'Ether, Julien n'avait pas lâché l'affaire. Il leur avait secrètement acheminé des capitaux par le biais de couches offshore. Il pariait contre l'entreprise de sa propre famille. Il n'était pas seulement aveugle au piège. Il aidait à le tendre, prévoyant de profiter de la ruine et de blâmer probablement l'échec sur la corruption de notre partenaire. Et je réalisais maintenant, peut-être même sur mon interférence. Mon frère n'était pas seulement l'héritier. Il était un poignard silencieux visant le trône. J'étais assise dans le noir, la lueur de l'écran illuminant mon visage. L'accord de 19 milliards de dollars était une fraude. Mon frère était un traître. Mon père était un tyran qui préférerait brûler son empire plutôt que d'écouter sa fille. L'héritage familial était un arbre pourri, creux de l'intérieur. Une fureur tranquille, plus froide et plus concentrée que tout ce que j'avais jamais ressenti, s'est installée dans ma poitrine. Ils voulaient me confiner, me faire taire. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils avaient enfermé avec eux. J'ai commencé à taper, les doigts stables. Ether, nouvelle priorité. Modéliser un scénario d'effondrement pour Brox Global Industries. Supposer que l'accord de Singapour est signé. Cartographier la cascade. Identifier chaque point de défaillance, chaque clause de dette, chaque actif vulnérable. Objectif, comprendre la dynamique de l'effondrement, a demandé Ether. J'ai fait une pause, regardant l'empire étincelant que mon père avait construit, la cage qu'il en avait faite. Non, ai-je murmuré, puis j'ai tapé les mots qui allaient tout changer. Objectif, concevoir l'effondrement. Pendant les 48 heures suivantes, je n'ai pas dormi. J'existais dans un état de clarté hyper concentré, alimenté par un mélange glacial de trahison et de libération. Le Penthouse, ma cage dorée, est devenue une salle de guerre. Avec Ether comme stratège, nous n'avons pas seulement cartographié l'échec potentiel de Brox Global. Nous l'avons architecturé. Il ne s'agissait pas de causer des dommages physiques ou de détruire les moyens de subsistance des milliers d'employés qui n'étaient ni mon père ni mon frère. Il s'agissait de chirurgie de précision. Ether et moi avons ciblé la pourriture, l'effet de levier, la surextension arrogante que mon père et Julien considéraient comme une force. Nous avons commencé avec l'accord de Singapour lui-même. Ether a généré un modèle en cascade. À la signature, Brox Global injecterait la première tranche de capital,
4 milliards de dollars, dans la coentreprise. En utilisant les données compromises, Ether a simulé les mois suivants. La découverte des permis falsifiés, la disparition soudaine du ministre, le gel immédiat des actifs par le gouvernement hôte. L'effet domino projeté était brutal. L'action de Brox Global chuterait à la nouvelle, déclenchant des appels de marge sur des prêts que mon père avait garantis en utilisant des actions de l'entreprise comme caution. C'est le premier point de pression, ai-je murmuré, en parcourant les modèles financiers. Les clauses de prêt avec Intercontinental Bank. Ether les a mises en évidence. Mon père avait négocié des conditions agressives, pariant sur le succès de l'accord de Singapour pour faire grimper le cours des actions et le maintenir en conformité. Au moment où l'action chuterait en dessous d'un certain seuil, la banque pourrait exiger le remboursement immédiat d'un prêt de 2 milliards de dollars. Brox Global n'avait pas 2 milliards de dollars en liquidité, tout était immobilisé dans des actifs non liquides dans l'entreprise même de Singapour qui était en train d'imploser. Suivant, ai-je ordonné. Ether a dévoilé la deuxième couche, la chaîne d'approvisionnement. L'empire de mon père était un réseau complexe de fabrication juste à accent gravetant et de logistique mondiale. C'était efficace mais fragile. Ether a identifié un goulot d'étranglement critique. Une puce semi-conductrice propriétaire fabriquée par une seule petite fonderie à Taïwan. Brox Global avait un contrat d'exclusivité, acheté à prix d'or. La fonderie était elle-même très endettée. Modélise un rachat, ai-je dit. Une acquisition hostile de cette fonderie par un tiers, suivie d'une renégociation immédiate de notre contrat au triple du coût. Ether a exécuté la simulation. L'augmentation des coûts ferait perdre des millions par jour à plusieurs des divisions les plus rentables de Brox Global. Combiné à la crise de liquidité de l'appel de la banque, cela forcerait une vente au rabais d'actifs. Et voici, a affiché Ether, la cible optimale pour la liquidation d'actifs. C'était le joyau du portefeuille sentimental de mon père, Brox Heritage Shipping. C'était l'entreprise d'origine, l'entrepôt unique dont il parlait toujours, maintenant une modeste mais rentable ligne de fret côtier. Elle n'avait plus de valeur stratégique pour le conglomérat, mais c'était le cœur émotionnel. Il ne la vendrait jamais volontairement. Mais sous la contrainte, pour sauver ses holdings plus prestigieuses dans la technologie et les infrastructures, il pourrait y être forcé. Je me suis penché en arrière, les pièces du plan s'alignant dans mon esprit. C'était une pièce en 3 actes de pression financière, le désastre catalyseur, Singapour, les taux qui se resserrent, la banque et la chaîne d'approvisionnement, et le sacrifice final humiliant, la vente de son premier amour, Heritage Shipping. Mais un plan n'est qu'un plan. J'avais besoin d'acteurs. J'avais besoin de capital. J'avais besoin de pouvoir déplacer des pièces sur l'échiquier alors que j'étais toujours physiquement enfermé dans cette tour. C'est là que mon propre travail secret a porté ses fruits. Au fil des ans, en utilisant les premières prédictions d'Ether, j'avais constitué un portefeuille d'investissement privé distinct. Il n'était pas à mon nom, bien sûr. Il était détenu par un labyrinthe de fiducies et une société à responsabilité limitée enregistrée dans une juridiction connue pour sa discrétion. La société s'appelait Tiru Holdings. Pour le monde, Tiru était un fonds spéculatif quantitatif discret et prospère, connu pour ses mouvements de marché quasi psychiques. Son unique propriétaire et directeur était un fantôme numérique. Ma fortune personnelle, les fonds dont ma famille ignorait l'existence, s'élevait à un peu plus de 80 millions de dollars. Une fortune pour la plupart, une erreur d'arrondi pour mon père, mais c'était suffisant pour un acompte sur le chaos. Via la liseuse, j'ai accédé au compte de Tiru. Ether, alloue 20 millions. Identifie les fonds derrière les positions courtes contre Brox Global. Je veux entrer silencieusement, non pas pour les arrêter, mais pour les rejoindre et les amplifier. Reçu. Valkyrie Capital est le coordinateur principal. Lancement d'un contact et d'un investissement discret. Ensuite, la fonderie de semi-conducteurs. Identifie l'actionnaire majoritaire de Teching Foundry. Modélise une offre par l'intermédiaire d'un mandataire de Tiru avec une prime de 30% sur la valeur actuelle, conditionnée à la renégociation du contrat avec Brox Global après l'acquisition. Traitement en cours. L'actionnaire majoritaire est un fondateur vieillissant cherchant une sortie. La projection indique une forte probabilité d'acceptation. Enfin, j'avais besoin d'une information privilégiée sur le prêt. Intercontinental Bank était une institution guindée de la vieille garde. Ils aimaient les règles. Si Brox Global ne respectait pas la clause, ils appelleraient le prêt.
Mais agirait-il assez vite ou donnerait-il à mon père le temps de se faufiler et de manœuvrer? Je devais m'assurer que leur gâchette était sensible. Ether, scanner les parcours professionnels des responsables des risques seniors d'Intercontinental Bank. Trouve un point de pression, une ambition de carrière, un grief. L'IA a travaillé, passant au crible des décennies d'actualité, de publications d'anciens élèves, de dossiers judiciaires. Elle l'a trouvé. Eleanor Vance, une femme redoutable d'une cinquantaine d'années, directrice du risque de crédit. Elle avait été écartée du poste de PDG à 2 reprises, les rumeurs citant un manque d'audace. Elle avait aussi, Ether l'a découvert dans un document réglementaire enfoui, personnellement approuvé le prêt de Brox Global. Son échec signifierait la fin de sa carrière. Parfait, ai-je murmuré. Rédige une communication anonyme. À envoyer depuis un serveur sécurisé à l'email personnel d'Eleanor Vance. Elle doit contenir un résumé des failles de l'accord de Singapour, provenant de documents publics mais obscurs qu'Ether a déterrés. Pas de spéculation, juste des faits. L'objet doit être un test d'audace. Communication rédigée. Timing? En voilà le matin après la cérémonie de signature à Singapour, ai-je dit. Quand les nouvelles ne sont encore que champagne et poignée de main. Laisse-la y réfléchir. Laisse-la transpirer. Le plan était établi. Une symphonie de la chute composée en silence. J'ai regardé le compte à rebours sur mon écran. La cérémonie de signature était dans 36 heures. Mon père s'attendrait à ce que je sois brisé, ramené à la raison. Julien se pavanerait. Une notification a clignoté sur la liseuse. C'était une alerte de calendrier que j'avais programmée bien avant ce désordre. Gala annuel des fondateurs de Brox Global. Demain soir. L'événement le plus scintillant de notre saison sociale. Une démonstration obligatoire d'unité et de puissance familiale. J'avais supposé que, confiné, je le manquerais. Un sourire lent et dur a touché mes lèvres. Mon père voulait que je sois confiné. Il voulait que je sois hors de vue. Très bien. Mais si je devais être le fantôme du festin, je m'assurerais que le festin se souvienne de moi. Je suis allé à mon dressing, une pièce plus grande que la plupart des appartements. J'ai écarté les robes choisies par le styliste de ma mère. Élégantes, sûres, passe-partout. Tout au fond, suspendue dans une housse à vêtements, se trouvait une robe que je m'étais achetée lors d'un voyage à Milan des années auparavant. Ce n'était pas une robe Brox. Elle était sévère, architecturale, dans une nuance de gris anthracite presque noire. Elle n'était pas faite pour charmer. Elle était faite pour commander. J'irai au gala non pas comme la fille obéissante mais comme une déclaration silencieuse. Je me tiendrai là, dans mon armure, et je les regarderai célébrer le début de leur fin. Je laisserai mon père voir que sa punition ne m'avait pas intimidé. Elle m'avait cristallisé. La dernière pièce du plan n'était pas un instrument financier ou une action secrète. C'était mon propre visage, calme et impitoyable, le fixant de l'autre côté d'une salle de bal. J'ai tapé une dernière commande à Ether. Surveille tous les préparatifs pour le gala. Je veux savoir si mon accès est rétabli ou si je dois persuader le système. Surveillance en cours. L'analyse préliminaire indique que les verrous biométriques de la sortie du Pentouse restent actifs. Plan de secours? J'ai regardé la robe, puis de nouveau les lumières de la ville. Préparant un, ai-je dit. Tout bon plan a besoin d'une issue de secours. La nuit du gala des fondateurs est arrivée. Un spectacle d'orgueil démesuré habillé de cristal et de champagne. Des fenêtres du Pentouse, je pouvais voir la transformation de la Brox Global Plaza en contrebas. Un tapis cramoisi était déroulé, flanqué de piliers de lumière qui s'élançaient vers le ciel. Voitures de luxe et limousines déversaient l'élite de la ville. Leur rire et leur bavardage formaient un léger bourdonnement même à 30 étages de hauteur. C'était la nuit de ma famille, leur moment de briller, de se prélasser dans l'adoration avant la signature qui, croyait-il, les rendrait immortels. Mon verrouillage biométrique était toujours actif. Le système ne montrait aucun changement. Mon père n'avait pas cédé. Il avait l'intention que je regarde la fête depuis ma cage. Une dernière leçon sur mon impuissance. Une petite partie amère de moi-ci était presque attendue. Ether, dis-je, ma voix calme dans la pièce silencieuse. Exécute le plan de secours Delta. Reçu. Lancement de la séquence de contournement de l'ascenseur. C'était le mouvement physique le plus risqué que j'allais faire.
La sécurité du bâtiment était à la pointe de la technologie, mais j'avais conçu Ether pour trouver des schémas dans le chaos, pour localiser la faille dans n'importe quel tissu numérique. Au cours des 2 derniers jours, il avait exécuté un balai virtuel silencieux, sondant le système de gestion du bâtiment, non pas pour le casser, mais pour, doucement, de manière persuasive, déplacer mon statut d'utilisateur pour une fenêtre très spécifique de 10 minutes. Le doux carillon de l'ascenseur privé a résonné dans le foyer. La porte s'est ouverte, une invitation. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes, non pas de peur, mais d'un défi féroce et exaltant. Je suis entré, les portes se sont refermées, et il a commencé sa descente vers le niveau de la grande salle de bal, contournant tous les autres étages. Aucune alarme n'a sonné. La console de sécurité, pour quelques instants seulement, indiquerait que mon ascenseur était en mode de maintenance de routine. Je suis sorti dans la zone de pré-réception animée, une mer de personnel avec des plateaux et de coordinateurs d'événements avec des casques. Pendant une seconde, je suis resté figé, m'attendant à une main sur mon épaule, au rugissement de mon père. Mais je n'étais qu'une autre femme dans une robe de créateur. J'ai traversé la foule, une ombre en soie anthracite. La salle de bal était une vision de grandeur oppressive. Des sculptures de glace fondaient lentement à côté de tours d'huîtres. Un quatuor à cordes jouait quelque chose de cher et d'oubliable. Et là, au centre de tout, se trouvait ma famille. Mon père, Alistair, tenant la cour, son rire retentissant et contrefait. Ma mère, Sarafina, drapée de saphir, son sourire un masque parfait et fragile. Julian, tenant un verre de whisky, captivant l'attention de la salle alors qu'il tenait la cour avec un groupe de jeunes héritiers, leur racontant sans doute la gloire à venir de l'accord de Singapour. Je ne me suis pas approché d'eux. J'ai trouvé un poste d'observation près d'un imposant arrangement floral, un point de vue d'où je pouvais les voir, mais resté partiellement caché. J'ai accepté une coupe de champagne d'un serveur qui passait, mais je n'ai pas bu. J'ai juste regardé. Les discours ont commencé. Mon père a pris la parole, la salle se taisant respectueusement. Il a parlé d'héritage, de vision audacieuse, de l'avenir qui se construit aujourd'hui. Il a remercié Julian, mon fils et partenaire, l'esprit vif de la nouvelle génération. Il ne m'a pas mentionné. J'étais une non-personne, un fantôme dans la maison même que j'étais censé hanter. Puis Julian l'a rejoint, passant un bras autour des épaules de mon père dans une démonstration d'unité qui m'a retourné l'estomac. À l'avenir, a trinqué Julian, levant son verre. La salle lui a fait écho. À l'avenir. C'est à ce moment-là que les yeux de mon père m'ont trouvé. C'était un clignement au début, un regard passager sur la foule qui s'est accrochée à ma silhouette immobile, à mon visage sans sourire. Son expression n'a pas changé, mais la veine de sa tempe, celle que je connaissais si bien, a commencé à pulser. Le flot sans effort de son discours s'est interrompu pendant une microseconde. Il avait vu son fantôme désobéissant, non pas gémissant dans le grenier, mais debout calmement au cœur de son triomphe. Le message était passé. Tes murs ne peuvent pas me retenir. Julian a suivi son regard. Son assurance suffisante s'est fissurée. Il s'est même penché en avant, plissant les yeux comme s'il ne pouvait en croire ses yeux. Sa prise sur son verre s'est resserrée. J'ai simplement levé ma propre coupe de champagne intacte dans un toast lent, délibéré et silencieux à eux deux. Puis j'ai pris la plus petite gorgée, à peine mouillé mes lèvres, et j'ai posé la coupe sur un plateau qui passait. Je me suis retourné et je me suis éloigné, non pas vers la sortie, mais plus profondément dans la fête. J'ai circulé. J'ai hoché la tête à des connaissances qui me regardaient avec une curiosité perplexe. J'ai vu les chuchotements commencer. N'est-ce pas Tegan Brox ? J'ai entendu dire qu'elle était malade. Elle a l'air différente. J'étais une éclaboussure d'eau froide sur leur soirée chaleureuse et auto-congratulatoire. Je me suis retrouvé près d'un groupe d'investisseurs plus âgés, des hommes qui avaient connu mon grand-père. L'un d'eux, M. Aldrich, un homme aux yeux vifs avec une fortune bâtie sur les chemins de fer, a attiré mon attention. Tegan, dit-il, la voix rauque. Vous êtes silencieuse ce soir. Pas d'avis sur le grand coup de votre père ? Les hommes autour de lui ont interrompu leur conversation, intéressés. C'était mon ouverture, une minuscule fissure. Je pourrais semer le doute, murmurer les vérités d'éther, mais je me suis souvenu du plan. Précision, timing. Un mouvement prématuré ne leur donnerait que le temps de se fortifier. J'ai offert à Monsieur Aldrich un petit sourire énigmatique.
Je trouve que certaines pièces sont mieux observées à distance, ne trouvez-vous pas? La vue d'ensemble n'est pas toujours claire depuis le centre de la scène. Il m'a étudié, son regard intelligent et évaluateur. Il n'a pas souri en retour, mais il a hoché la tête lentement, pensivement. Sage, a-t-il grondé. Une qualité rare. C'était une graine, une minuscule graine dure plantée dans un sol rocailleux. C'était suffisant. J'ai senti une présence à mon coude. C'était ma mère, son parfum soudainement écœurant. Sa main a agrippé mon bras, ses doigts mordant à travers la soie. « Qu'est-ce que tu fais » a-t-elle sifflé, son sourire de scène toujours plaqué sur le visage pour la foule. « Tu nous humilies. Viens avec moi maintenant. » J'ai doucement mais fermement retiré sa main. « J'apprécie la fête, mère. N'est-ce pas ce que nous sommes tous venus faire ?» J'ai regardé par-dessus son épaule, croisant le regard furieux de mon père de l'autre côté de la pièce. Il se dirigeait vers nous, Julien sur ses talons, fendant la foule comme un requin. Il était temps de partir. La fenêtre de 10 minutes se refermait. Mon point avait été fait. Je crois que j'en ai assez vu, ai-je dit à ma mère, ma voix calme. Bonne nuit. Je n'ai pas marché vite. Je n'ai pas couru. Je me suis déplacé d'un pas régulier et sans hâte vers un couloir de service que je savais mener à un monte-charge. Je pouvais sentir la chaleur de la colère de mon père dans mon dos. Je pouvais entendre la perturbation dans le bavardage poli alors qu'il bousculait les gens. Mais il était un titan en smoking, ralenti par le décorum et la surprise. J'étais une ombre se glissant à travers les coutures de son monde. Les portes du monte-charge se sont refermées juste au moment où j'ai entendu sa voix, tégant, bas et venimeux, coupé par le métal épais. De retour dans le Penthouse, le silence était assourdissant. La serrure numérique de la porte principale s'est réenclenchée avec un léger clic. J'étais de nouveau prisonnière, mais tout était différent. Je suis allé à la fenêtre. En bas, les lumières de la fête scintillaient toujours, mais le charme était rompu. J'avais été une fissure dans leur boule de cristal parfaite. Je leur avais montré que je n'étais pas brisé, et plus important encore, je me l'étais montré à moi-même. Ma liseuse a pulsé. Une notification d'éther. Séquence de contournement terminée. Aucune alerte de sécurité déclenchée. Toutes les actions de Tiru initiées et en cours. Compte à rebours avant la signature à Singapour, 12 heures. J'ai enlevé la robe anthracite, la suspendant dans sa housse. Je ne me sentais pas comme une guerrière. Je me sentais fatigué, froide et complètement seul. Mais en dessous de cela, comme le bourdonnement constant d'un réacteur caché, il y avait une nouvelle certitude. Le plan était en marche. Les acteurs étaient à leur poste. Le gala avait été ma première salve, une déclaration de guerre silencieuse. Demain, ils signeraient leur nom sur une fantaisie de 19 milliards de dollars, et je serais dans ma chambre, regardant le premier domino trembler. Le lendemain matin, l'aube s'est levée sur la ville dans des teintes de rose meurtri et d'or. Dans le Penthouse, le silence était un poids physique. Je me suis assise à la fenêtre, une tasse de thé refroidissant dans mes mains, et j'ai regardé le monde se réveiller. En bas, dans le quartier financier, la tour Brox Global se dressait comme une lance d'acier, prête pour son jour de triomphe. J'imaginais la frénésie à l'intérieur, les dernières vérifications de contrats, le polissage de l'immense table de la salle de conseil, le rafraîchissement du dôme Pérignon vintage qui serait sabré à midi. Ma liseuse était posée à côté de moi, un conduit silencieux vers la tempête que je préparais. Ether fournissait des mises à jour régulières et sans émotion. Tiru Capital entièrement intégré aux positions courtes de Valkyrie. L'actionnaire majoritaire de Teching Foundry a accepté verbalement l'offre. Virement électronique des fonds de garantie en attente. Paquet anonyme pour Eleanor Vance à Intercontinental Bank programmé pour livraison à 13 heures. Tout était en place. La mécanique des conséquences était huilée et attendait. Tout ce qu'il fallait, c'était l'étincelle, leur signature. À 10 heures, ma mère est entrée sans frapper. Elle était déjà habillée pour la cérémonie dans un tailleur lavande pâle. Son visage était un chef-d'œuvre de maquillage soigné qui ne pouvait cacher la tension autour de ses yeux. Elle portait une housse à vêtements. « Tu vas mettre ça » dit-elle, la voix plate, dépourvue de sa plaidoirie mélodique habituelle. Elle a ouvert la housse pour révéler une robe couleur champagne. Simple, élégante, absolument inoffensive. C'était l'uniforme de la fille consentante. Ton père a ordonné que tu sois présente à la signature.
Tu te tiendras avec la famille. Tu souriras. Tu ne parleras pas. J'ai regardé la robe, puis son visage. Sinon quoi, mère? Il me consignera à nouveau? Une lueur de quelque chose comme de la douleur a traversé ses traits, rapidement étouffés. Ne rends pas les choses plus difficiles, Tegan. C'est pour la famille, pour nous tous. Après aujourd'hui, les choses pourront revenir à la normale. La normale? Ai-je répété, le mot ayant un goût de cendre. La normale où j'étais invisible, la normale où mon esprit était une ressource à ignorer jusqu'à ce qu'elle puisse être appropriée. Je ne veux pas de la normale. Que veux-tu? A-t-elle éclaté, son sang-froid s'effritant. Détruire tout ce pour quoi ton père a travaillé, déchirer cette famille. C'est ce que ton ordinateur te dit de faire? Sa réduction des terres à un « ordinateur » était si profondément révélatrice. Il ne pourrait jamais comprendre. Ce n'était pas une machine qui me poussait. C'était le refus final et épuisé d'une vie entière à être traité comme une machine. Je veux être entendu, dis-je, ma voix calme mais claire. Mais puisque ce n'est pas une option, je me contenterai d'être libre. Elle m'a regardé comme si je parlais une langue étrangère. Avec un soupir tremblant, elle a posé la robe sur le dossier d'une chaise. Sois prête dans 1 heure. La sécurité t'escortera en bas. La porte s'est refermée derrière elle. J'ai regardé la robe couleur champagne, un symbole de reddition. Je l'ai laissée là. À la place, j'ai enfilé un tailleur pantalon noir que je possédais, aux lignes nettes et sans fioritures. C'était une armure, pas un costume. J'ai attaché mes cheveux en un chignon sévère. Je n'ai appliqué aucun maquillage. Je ne serai pas un ornement souriant sur leur photo de victoire. Je serai l'ombre dedans. À l'heure précise, 2 agents de sécurité au visage de pierre sont arrivés. Ils n'ont pas parlé, m'ont juste flanqué pendant que nous descendions en ascenseur vers les étages de la direction. L'atmosphère était un bourdonnement tangible d'anxiété congratulatoire. Des assistants couraient avec des documents. Des avocats se regroupaient en chuchotant. L'air sentait le café cher et l'ambition. Ils m'ont conduite dans la galerie d'observation adjacente à la salle de conseil principale. Une enceinte vitrée où des non-participants sélectionnés pouvaient observer. La salle de conseil elle-même était un spectacle. Une longue table en obsidienne reflétait les lumières du plafond. Mon père était assis à la tête, rayonnant d'un pouvoir maîtrisé. Julian était à sa droite, l'air d'avoir déjà gagné le monde. En face d'eux se trouvait la délégation singapourienne, 5 hommes en costumes impeccables, leur sourire poli et indéchiffrable. J'ai reconnu le ministre des Dossiers des Terres, son visage rayonnant de ce qui semblait être une chaleur sincère. La performance était parfaite. Ma mère était déjà dans la galerie avec une poignée d'épouses de cadres supérieurs et quelques jeunes membres de la famille Brox. Elle a jeté un regard horrifié à mon tailleur pantalon, mais n'a rien dit. J'ai pris place tout au fond, le plus loin possible de la vitre. La cérémonie a commencé. Il y a eu des discours, bien sûr. Mon père a parlé de partenariat et d'héritage. Le ministre a parlé de prospérité mutuelle et d'une nouvelle aube. Les appareils photo crépitaient. Tout était si lisse, si inévitable. Puis le moment est arrivé. Des contrats reliés en cuir ont été ouverts. Des stylos en or ont été présentés. Mon père a signé le premier, sa signature un trait familier et agressif. Julian a suivi, ajoutant un soulignement flamboyant. Le ministre a signé avec une fioriture gracieuse. Des poignées de main ont été échangées à travers la table. Un chœur de clics des photographes capturant le moment historique. Le champagne a été versé. Les verres ont été levés. À l'avenir, a tonné mon père, et la salle lui a fait écho. À travers la vitre, j'ai vu Julian croiser mon regard. Il a levé son verre directement vers moi. Son sourire narquois était une chose vile et triomphante. J'ai gagné, disaient ses yeux. J'ai soutenu son regard. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas cligné des yeux. Je l'ai juste laissé voir l'absence absolue de peur sur mon visage. Son sourire narquois a vacillé juste 1 seconde, confus par mon manque de réaction. C'était fait. 19 milliards de dollars engagés. Le piège était tendu, et ils y avaient sauté avec joie. Alors que le bruit de la célébration enflait dans la salle de conseil, j'ai sorti ma liseuse. Une seule commande pré-tapée brillait sur l'écran. Je l'ai touchée. Exécuter la phase 1.
Instantanément, les réponses d'Ether ont commencé à affluer. Paquet livré à Eleanor Vance, Intercontinental Bank. Position courte tirure Valkyrie activée et amplifiée. Virement final à l'actionnaire de Teching Foundry confirmé. Acquisition en cours. La machine était en marche. Le premier domino avait été renversé de leurs propres mains. Dans la salle de conseil, le téléphone de mon père, face contre la table en obsidienne, a commencé à vibrer. Puis celui de Julien, puis les téléphones de leurs principaux conseillers. Un par un, ils ont baissé les yeux, leurs expressions de célébration se figeant, puis se durcissant en confusion. Le téléphone du ministre singapourien a sonné. Il s'est excusé avec un sourire désolé, se retirant dans un coin, son sourire disparaissant alors qu'il écoutait. J'ai vu mon père regarder son écran, le front plissé. Il a tapé une réponse rapide, puis a secoué légèrement la tête, comme pour écarter une nuisance. Mais les vibrations ont continué. Un murmure bas et anxieux a commencé à se faufiler dans la pièce, coupant à travers la joie alimentée par le champagne. Ma mère à côté de moi se penchait pour voir. « Qu'est-ce qui se passe » a-t-elle chuchoté, plus à elle-même qu'à moi. Je n'ai pas répondu. J'ai regardé les fissures apparaître dans la cérémonie parfaite. L'avenir qu'il célébrait se désagrégeait déjà en temps réel, par des éclats numériques silencieux qu'il ne pouvait pas encore comprendre. Mon père s'est levé, tapant dans ses mains pour regagner l'attention. Sa voix était un peu trop forte. Une fluctuation mineure du marché. Rien qui puisse inquiéter nos partenaires. Le travail commence. Mais ses yeux, lorsqu'ils ont balayé la galerie d'observation et ont trouvé les miens, ne contenaient pas seulement de la colère, mais la toute première trace d'une nouvelle émotion. L'incertitude. Il m'a vu regarder, calme et impassible. Et pour la première fois, je pense qu'il s'est demandé si mon silence n'était pas de la soumission, mais de la patience. La fête était finie. Le règlement de compte avait commencé, et je n'étais plus une prisonnière dans la tour. J'étais l'architecte dans l'ombre, et les murs qu'ils avaient construits étaient sur le point de trembler. L'atmosphère de célébration dans la tour Brox Global s'est dégradée en quelques heures. Depuis mon Penthouse, je regardais la ville à travers un nouveau prisme, non pas comme une prisonnière, mais comme une stratège observant les premiers mouvements sur le champ de bataille. Le confinement numérique persistait, mais il semblait désormais sans importance. La véritable action se déroulait là-dehors, dans les flux de données et de capitaux qu'Ether et moi avions redirigés. La première secousse publique a frappé les agences de presse financière à 15 heures. L'action de Brox Global volatile après l'annonce d'un méga-accord, titrait-on. C'était présenté comme une agitation normale post-annonce, mais le sous-texte était nerveux. L'action, qui aurait dû bénéficier d'un coup de pouce le jour de la signature, vacillait. L'affichage d'Ether sur ma liseuse en montrait la raison en chiffres verts et froids. La pression de vente coordonnée de Valkyrie Capital et l'amplification soutenue par Tiru étaient une force de drainage constante contre tout élan haussier. Puis, à 17 heures, la deuxième secousse. Une lettre d'information spécialisée de l'industrie, The Circuit, a publié une histoire qui semblait mineure pour le grand public, mais qui a envoyé un éclair dans les cercles technologiques. La fonderie Teching en jeu. Les rumeurs d'acquisition hostile suscitent des inquiétudes sur l'approvisionnement en puces spécialisées. L'article nommait Brox Global comme le plus grand client de Teching. Il citait des analystes anonymes de l'industrie avertissant qu'un changement de propriétaire pourrait perturber les chaînes d'approvisionnement critiques. Les analystes anonymes étaient, bien sûr, Ether, semant le récit par des canaux sécurisés. J'ai vu l'impact immédiatement. Le graphique de l'action de Brox Global, qui avait vacillé, a pris une plongée nette et abrupte. Ce n'était plus de la spéculation. C'était une menace directe pour les opérations. L'empire de mon père était une horloge de précision, et nous venions de cibler un minuscule engrenage essentiel. Ma mère a été convoquée en bas. J'ai entendu le carillon de l'ascenseur, c'est pas pressé. Le Penthouse était silencieux, mais je pouvais sentir la panique vibrer à travers la structure même du bâtiment. Ma liseuse s'est mise à jour. Le comité des risques d'Intercontinental Bank a convoqué une session d'urgence pour 8 heures demain. Eleanor Vance est listée comme la principale présentatrice. La graine avait été plantée. Elle l'arrosait. À la tombée de la nuit, la troisième et la plus satisfaisante des secousses est arrivée. Ce n'était pas dans une agence de presse. C'était une convulsion personnelle et furieuse. L'ascenseur du Penthouse a carillonné et les portes se sont ouvertes pour révéler Julien.
On aurait dit que son costume avait traversé une guerre. Sa cravate était desserrée, ses cheveux en désordre, et son visage était un masque de rage pure et incandescente. Il n'a pas pris la peine de franchir la porte. Il a traversé le salon jusqu'à se dresser au-dessus de moi, là où j'étais assise près de la fenêtre. « Que as-tu fait » a-t-il sifflé, sa voix basse et venimeuse. Je l'ai regardé, feignant une légère curiosité. J'ai été dans ma chambre, Julian. Comme ordonné. Que aurais-je bien pu faire? Ne joue pas à l'idiote, a-t-il craché. L'action. Quelqu'un agit contre nous, et c'est trop une coïncidence. Ça a commencé juste après ton petit numéro au gala. Tu as quelque chose à voir avec ça. J'ai soutenu son regard, laissant un petit sourire froid effleurer mes lèvres. Peut-être que le marché voit simplement ce que j'ai vu. Un mauvais accord. Peut-être que tu aurais dû écouter. Sa main a tressailli comme s'il voulait me frapper. Je n'ai pas bronché. Mon calme semblait l'enflammer davantage. Tu te crois si maligne? Tu es une enfant qui joue avec des allumettes. Tu n'as aucune idée des forces avec lesquelles tu joues. Je connais une force, dis-je doucement. La force d'une vérité qui se fiche de ton ego. L'accord de Singapour est pourri, Julian. Et ton petit pari parallèle avec Valkyrie Capital, pariant contre ta propre famille. Ce n'est pas malin. C'est pathétique. La couleur a quitté son visage. Ses yeux se sont écarquillés avec un choc si profond que c'en était presque comique. Il a fait un pas en arrière en titubant. Comment? Comment pourrais-tu savoir ça? Je sais tout, dis-je, les mots simples et absolus. Je connais les sociétés écrans au Caïman. Je connais les codes de transfert. Je sais que tu prévoyais de profiter du crash et de le mettre sur le dos des partenaires, ou peut-être même sur le mien. Tu n'es pas un traître par ambition, Julian. Tu es un traître par pure cupidité mesquine. Il était sans voix, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. La révélation que sa trahison la plus profonde et la plus secrète était connue, et connue par la sœur qu'il considérait comme une non-entité, a complètement brisé son arrogance. La peur, brute et non dissimulée, a envahi ses traits. Père, a-t-il finalement croassé? Le sait-il? Pas encore, ai-je dit. Mais il le saura. Et quand il découvrira que son héritier a aiguisé le couteau pour son dos, penses-tu que ton titre d'héritier présomptif te sauvera? Le combat l'a quitté. La rage s'est évaporée, remplacée par une pâleur maladive. Il a regardé de moi à la fenêtre, aux lumières de la ville qui représentait l'empire qu'il venait de trahir et qui se retournait maintenant contre lui d'une manière qu'il ne pouvait comprendre. Sans un autre mot, il s'est retourné et s'est enfui vers l'ascenseur, un prince brisé fuyant la sorcière qu'il avait sous-estimée. J'ai expiré un souffle que je ne savais pas que je retenais. La confrontation m'a laissé tremblante, mais avec une énergie puissante et galvanisante. J'avais regardé mon frère dans les yeux et lui avais montré l'abîme. Il n'était plus un joueur. Il était un passif se débattant dans le noir. La nuit s'est approfondie. À 21h, mon père est arrivé. Il n'est pas entré en trombe. Il est entré comme un glacier qui se détache, lent, immense, et rayonnant d'une fureur froide. Il portait toujours son costume du jour de la signature, mais il ressemblait à une coquille vide. Son visage était de granit. « Julian est venu te voir » a-t-il déclaré, sa voix creuse, dépouillée de sa résonance autoritaire habituelle. Il l'a fait. Il est perturbé. Il délire sur des conspirations, sur le fait que tu sais des choses que tu ne peux pas savoir. Il a arpenté jusqu'à la fenêtre, le dos tourné, fixant son royaume. L'action a chuté de 7% aujourd'hui. Nos partenaires posent des questions pointues sur les rumeurs de chaînes d'approvisionnement. La banque fait du bruit. Il s'est retourné et ses yeux n'étaient pas seulement en colère. Ils étaient profondément perplexes. Que se passe-t-il, Tegan? C'était la première fois qu'il me posait une question sur les affaires qui sonnait comme une véritable demande d'information, pas un test. C'était né du désespoir, pas du respect, mais c'était une ouverture. La vérité se passe, père, dis-je. La vérité que tu ne voulais pas entendre. L'accord de Singapour est une fraude. Le ministre aura disparu d'ici un mois. Les actifs ne valent rien. Tu as engagé 4 milliards de dollars dans un fantôme. Il a secoué la tête. Un déni mécanique. Notre diligence raisonnable.
était basé sur les données qu'il voulait que tu vois. J'ai les vraies données. Je peux te montrer les permis falsifiés, l'accord d'immunité, le réseau de sociétés écrans. J'ai essayé de te les montrer avant que tu ne signes. Tu les as déchirés. Pendant un long moment, il m'a juste regardé, et j'ai vu le titan lutter contre une réalité qui refusait de se plier à sa volonté. Ce système à toi, cet éther, il t'a dit tout ça? Il m'a montré les schémas. J'ai vérifié les preuves. Il est allé au bar, s'est versé 2 doigts de scotch et l'abus sec. Et l'action? T'échigne? Conséquence, dis-je simplement. Le marché commence à sentir la pourriture. Et quand on construit un château sur une faille sismique, même une petite secousse peut le faire tomber. Il a fini son verre, posant le gobelet en cristal avec un clic sec. Répare ça, a-t-il ordonné, la vieille habitude de l'autorité se réaffirmant. Tu prétends voir le problème. Répare-le. Utilise ton système, annule tout ce que tu as fait. J'ai failli rire. L'arrogance était à couper le souffle. Après tout ça, le rejet, le confinement, l'humiliation, sa solution était de m'ordonner de nettoyer le désordre qu'il avait créé en ignorant mes avertissements. Je ne peux pas réparer un contrat signé, ai-je dit. Je ne peux pas dépenser 4 milliards de dollars. Les secousses que tu ressens ne sont pas le problème. Elles en sont le symptôme. Le problème, c'est l'accord. Le problème, c'est que tu n'as pas voulu écouter. Sa mâchoire s'est crispée. La confusion dans ses yeux s'est dissipée, remplacée par une colère familière et durcissante. Tu ne regarderas pas cette famille tomber par dépit. Je ne la regarde pas tomber, dis-je, me levant pour lui faire face pleinement. Je me tiens enfin sur mon propre terrain. Tu as le choix, père. Tu peux commencer à essayer de gérer l'effondrement, ou tu peux continuer à prétendre que ça n'arrive pas, mais tu ne peux plus me commander. Il m'a regardé comme s'il voyait une étrangère dangereuse et imprévisible. La dynamique du pouvoir dans la pièce avait changé de manière irréversible. Il était l'empereur réalisant que l'armée rebelle était déjà à l'intérieur des portes, et son général était sa propre fille. Sans un autre mot, il est parti. Les portes de l'ascenseur se sont refermées sur son dos rigide qui s'éloignait. Je suis retourné à la fenêtre. La ville scintillait, indifférente. Les premières secousses n'étaient qu'un prélude. Demain, la réunion d'urgence de la banque se tiendrait. Les nouvelles de Téching se répandraient, et la panique de Julien deviendrait un virus au sein de l'entreprise. Le plan se déroulait parfaitement. La cage était toujours autour de moi, mais je ne m'étais jamais senti aussi libre. Le matin après la signature s'est levé gris et lourd, le ciel pesant sur la ville comme un couvercle de plomb. Cela correspondait à l'humeur qui, je le savais, se propageait dans les étages de la direction en dessous. Le Penthouse était silencieux, mais ma liseuse était un fil électrique d'information. À 8h02, Ether a confirmé, Eleanor Vance a commencé sa présentation au comité des risques d'Intercontinental Bank. Les données du paquet sont au cœur de son analyse. Je pouvais imaginer la scène dans cette sobre salle de conférence aux Boiseries. Eleanor Vance, sa carrière en jeu, utilisant les faits anonymes que j'avais fournis non pas comme une accusation, mais comme un bouclier. Elle serait méthodique, impitoyable. Elle devait prouver son audace en étant la première à signaler le danger pour protéger les actifs de la banque. La vantardise et l'héritage de mon père ne signifieraient rien face à ses feuilles de calcul et ses documents sources. À 9h15, la ligne personnelle de mon père, qui avait toujours accès au Penthouse, a sonné. C'était un son discordant et démodé. Je l'ai laissé sonner 3 fois avant de répondre. Tégan. Sa voix était à vif, toute prétention de contrôle avait disparu. Descends à mon bureau maintenant. Ce n'était pas un ordre. C'était une supplication. Mon accès est toujours révoqué, ai-je dit calmement. Une série de jurons, étouffés mais violents, est parvenue par le récepteur. Je l'ai entendu aboyer un ordre à quelqu'un dans la pièce. C'est rétabli. Descends, c'est tout. L'ascenseur a obéi à mes données biométriques cette fois. La descente m'a semblé différente. Je n'étais plus traîné au bureau du directeur. J'étais convoqué à la salle de crise. Son bureau était un chaos. Des bloc-notes étaient éparpillés partout. Des écrans clignotaient avec des indicateurs boursiers rouges de colère. Et 3 avocats au visage cendré étaient blottis dans un coin. Mon père se tenait derrière son bureau, mais il ne le commandait pas.
Il s'appuyait dessus comme pour se soutenir. Julien était introuvable. Intercontinental, a dit mon père, le mot une condamnation à mort. Ils ont émis un avis formel. Ils prétendent que nous sommes en violation de la clause en raison d'un changement défavorable important dans les perspectives financières et de la chute du cours de l'action. Ils appellent le prêt. 2 milliards de dollars dus dans 72 heures. Il m'a regardé, ses yeux implorant un miracle, que la fille intelligente qu'il n'avait jamais reconnue produise soudainement une baguette magique. Tu as dit que tu pouvais voir les choses. Peux-tu arranger ça? Peux-tu leur parler? Les avocats ont levé les yeux, leurs expressions un mélange d'horreur et d'incrédulité qu'Alistair Brooks demande de l'aide à sa fille en disgrâce. Je ne peux pas les convaincre avec autre chose que des maths, père, dis-je, ma voix calme dans la pièce frénétique. La clause est déclenchée. La valeur a disparu. Ils veulent leur argent. Nous ne l'avons pas, a-t-il rugi, frappant du poing sur le bureau. Un moniteur a sursauté. C'est bloqué dans tout. Le capital de Singapour, les réserves d'exploitation. Nous sommes liquides, mais pas à ce point. Il admettait sa vulnérabilité devant des subordonnés. Un signe de la profondeur de sa terreur. Alors tu devras vendre quelque chose, ai-je dit. Il s'est passé une main sur le visage. Nous examinons les actifs. La division chimique en Belgique. La filiale logistique. Pas assez, a timidement interjeté l'un des avocats. Pas en 72 heures. Et une vente au rabais déprimera encore plus la valeur. Un silence tendu s'est installé. Je l'ai laissé s'étirer, laissé la réalité de leur situation s'imprégner. Puis j'ai parlé comme si l'idée venait de me traverser l'esprit. Et héritage shipping. La tête de mon père s'est redressée d'un coup. Non. C'est un actif propre et autonome, ai-je insisté, faisant écho à la logique froide qu'Ether et moi avions conçue. Émotionnellement précieux pour toi, mais pas essentiel à l'avenir du conglomérat. Sa valeur est stable. Tu pourrais obtenir un prix juste rapidement, peut-être même assez pour couvrir la majeure partie de l'appel. Héritage n'est pas à vendre, a-t-il beuglé, son attachement au symbole l'emportant sur tout sens financier. Cette entreprise, c'est le début. C'est qui nous sommes. Qui vous étiez, ai-je corrigé doucement, le couteau tournant dans la plaie. En ce moment, vous devez survivre pour être quelqu'un du tout. La banque se fiche de vos attachements sentimentaux. L'un des avocats, un homme plus âgé au visage rusé, a hoché lentement la tête. Elle n'a pas tort, Alistair. C'est le mouvement le plus logique. Nous avons déjà une demande d'achat potentielle. Un groupeur de fret européen. Ils ont déjà exprimé leur intérêt. Mon père a regardé de l'avocat à moi, son visage une guerre entre l'héritage et la survie. J'ai vu le moment exact où le titan s'est brisé. Ses épaules se sont affaissées. Le feu dans ses yeux s'est éteint, remplacé par un épuisement creux. Il a fait un seul signe de tête raide. Explorez-le. Donnez-moi des chiffres rapidement. Alors que l'avocat se dépêchait de passer des appels, il m'a regardé. M'a vraiment regardé. Comment savais-tu, a-t-il chuchoté. Parce que j'ai regardé le problème sans l'histoire que tu te racontes, ai-je dit. Tu vois héritage comme un monument. La banque le voit comme une garantie. En ce moment, c'est leur histoire qui compte. Il s'est affalé dans son fauteuil, un roi dépouillé de sa couronne. J'avais fait plus que suggérer une solution. Je l'avais forcé à mettre en œuvre l'humiliation même que mon plan exigeait. Le sacrifice de son mythe fondateur pour sauver son empire en ruine. Le coup psychologique était plus dévastateur que n'importe quel coup financier. Je me suis retourné pour partir. Tes gants, a-t-il appelé, sa voix mince. Ce n'est pas fini. Nous avons toujours l'accord de Singapour. Quand ça portera ses fruits? Je n'ai pas pris la peine de répondre. Il s'accrochait au mensonge même qui le tuait. En retournant à l'ascenseur, je n'ai ressenti aucun triomphe, seulement une certitude lasse. La phase 2 était terminée. L'appel de la banque avait forcé la reddition émotionnelle. La crise de liquidité était maintenant aiguë et publique. De retour dans le Penthouse, Ether attendait. Demande de renseignements concernant Héritage Shipping confirmée de la part de Brunel Frecht Group de Hambourg. Offre initiale en préparation. De plus,
l'organisme de réglementation financière de Singapour vient d'annoncer un examen interne des récentes approbations du ministre. Nouvelle sous embargo local, mais une source a fuité. Les nouvelles se resserraient. Le château de cartes du ministre recevait un vent officiel. Ce n'était qu'une question de temps avant que la presse internationale ne flaire l'affaire. Mon propre téléphone, un simple téléphone prépayé que j'avais caché il y a des mois, a vibré. Un unique message chiffré du réseau Tiru. Acquisition de Techin finalisée. Nouvelle propriété effective immédiatement. Avis de renégociation à Brox Global à livrer à 8 heures demain. Conditions, plus 3 cents % du coût unitaire. Je me suis permis un petit sourire froid. Demain, les taux se resserreraient à nouveau. Le choc de la chaîne d'approvisionnement frapperait, les saignant à blanc quotidiennement. La vente au rabais d'héritage serait en cours, et le monde commencerait à entendre des murmures sur Singapour. Mon père était dans son bureau, menant des batailles sur 3 fronts qui s'effondraient. Il pensait gérer une crise. Il ne comprenait pas encore qu'il présidait à une chute méticuleusement orchestrée. Et moi, la fille qu'il avait consignée, je détenais tous les plans. Les jours suivants furent une étude de l'effondrement contrôlé. De mon observatoire du Penthouse, je regardais l'empire que mon père avait construit commencer à se détacher en morceaux, comme un glacier se détachant dans une mer qui se réchauffe. L'air dans la tour ne bourdonnait plus d'ambition. Il fredonnait une panique de bas grade, une odeur de peur que même la ventilation filtrée ne pouvait purger. D'abord, la nouvelle de la vente de Heritage Shipping a éclaté. Brox Global vend son actif fondateur pour répondre à des besoins de liquidité, titraient les journaux. Les pages économiques l'ont traité comme une retraite stratégique avisée, bien que douloureuse, mais les chroniques mondaines et les médias traditionnels se sont jetés sur le symbolisme. Brox vend son premier amour, raillait un tabloïd. Des photos de mon père datant de 20 ans, debout fièrement sur le pont d'un cargo d'héritage, étaient juxtaposées à une photo récente et sombre de lui entrant dans la banque intercontinentale. Le récit passait de « Titan » à « Titan en difficulté ». Mon père se déplaçait dans le Penthouse comme un fantôme. L'ordre de confinement était oublié, sans importance. Il me remarquait à peine. La vente avait brisé quelque chose en lui qui allait au-delà de l'argent. Elle avait coupé sa connexion à sa propre histoire d'origine. Le mythe qu'il avait vendu au monde et à lui-même. Il avait l'air plus vieux, diminué. Puis, à 8h05 précise, le marteau de Techin est tombé. Un avis formel, livré par coursier et par email simultanément, informait Brox Global qu'en raison du changement de propriétaire, tous les contrats existants étaient nuls et sujets à renégociation. Le nouveau barème de prix était joint. C'était, comme promis, une augmentation de 3 cents %. Pour une entreprise qui se battait déjà pour des liquidités, c'était la mort par 1000 coupures. La puce était dans tous leurs produits électroniques grand public et serveurs d'entreprises à forte marge. Soit ils payaient le nouveau tarif et voyaient leurs bénéfices restants s'évaporer, soit ils arrêtaient la production. Il n'y avait aucun fournisseur alternatif prêt à prendre le relais. J'ai entendu le cri provenant du bureau de mon père, un son brut et animal de fureur et d'impuissance. Il était au téléphone, criant sur quelqu'un, probablement le nouveau propriétaire de Techin, ignorant que c'était finalement moi. Ses cris se sont dissous en supplications, puis en silence. Il n'avait plus de coup à jouer. Julian, dans son désespoir, a commis une erreur fatale. Essayant de sauver son propre navire en perdition, il a tenté de retirer son capital des positions courtes de Valkyrie plus tôt que prévu, pour libérer des fonds et peut-être même essayer de racheter des actions de Brox pour les stabiliser. Mais le marché, une fois mis en mouvement par notre pression amplifiée, était une bête qu'il ne pouvait pas contrôler. Son ordre de vente a déclenché des réponses automatisées, provoquant un crack éclair soudain et brutal de l'action de Brox Global à 11h23. Elle s'est légèrement redressée, mais le mal était fait. Le symbole boursier était maintenant signalé pour une volatilité extrême sur tous les bureaux de négociation. Les algorithmes se nourrissaient de sa faiblesse. Et puis l'étincelle de Singapour a pris feu. Un blog sur la criminalité financière à Hong Kong, informé avec un timing impeccable par Ether, a publié une enquête tentaculaire. Il a relié les points, le ministre, les sociétés écrans, les rapports environnementaux falsifiés pour le développement portuaire. Il n'a pas nommé Brox Global explicitement, mais l'implication était un coup de canon. Un géant occidental pourrait être la dernière victime d'une fraude souveraine sophistiquée, spéculait le titre. Reuters l'a repris une heure plus tard, puis le Wall Street Journal. L'après-midi,
c'était l'histoire principale de toutes les chaînes d'information financière. Le changement défavorable important que la banque avait craint n'était plus un soupçon. C'était un titre hurlant. Le téléphone du Pantouz sonnait sans cesse. Mon père a cessé de répondre. Ma mère s'était réfugiée dans ses appartements, une recluse pleurant en silence. Le personnel se déplaçait comme des souris, craignant de faire le moindre bruit. Ce soir-là, l'ascenseur a carillonné. Ce n'était pas mon père. C'était un homme que je n'avais jamais vu auparavant. La cinquantaine avançait, avec le regard las et vif d'un gestionnaire de crise chevronné. Il s'est présenté comme David Ross, engagé par le conseil d'administration en tant que conseiller spécial. Mademoiselle Brox, dit-il, se passant des politesses. J'ai examiné toutes les communications internes menant à la signature de Singapour. Vos mémos, votre demande de réunion, le rapport que vous prétendez avoir présenté. Mon père l'a rejeté. Le conseil n'a jamais été informé, ai-je dit, sans rien ajouter, attendant simplement. Le conseil est préoccupé, a-t-il poursuivi, choisissant ses mots avec un soin chirurgical. Ils estiment qu'il y a peut-être eu un échec catastrophique de la gouvernance, un manquement à tenir compte d'un avertissement interne clair. Ils aimeraient vous parler pour comprendre la nature de votre analyse. C'était le moment. Le conseil, sentant le sang, cherchait quelqu'un à blâmer autre qu'eux-mêmes. Mon père et Julien étaient les cibles évidentes, mais mon avertissement ignoré était une arme qu'ils pouvaient utiliser pour se protéger légalement, pour prouver qu'ils avaient été induits en erreur. Quand, ai-je demandé? Demain matin, 10 heures, dans la salle de conseil. Il m'a étudié, mon attitude calme au cœur de la tempête. Il serait conseillé d'avoir toute la documentation que vous possédez. J'y serai, ai-je dit. Après son départ, je suis allé à la fenêtre. Les lumières de la ville étaient les mêmes, mais le monde avait changé. La guerre invisible devenait visible. La convocation du conseil ne visait pas à sauver l'entreprise. Il s'agissait d'attribuer la responsabilité du naufrage. Il se retournait contre le capitaine, et il voulait que le navigateur qui avait vu l'iceberg témoigne. J'ai allumé ma liseuse. Ether, prépare un dossier de divulgation complet, l'analyse originale de l'accord de Singapour, la piste des preuves, la chronologie de mes tentatives pour les avertir, formatée pour le conseil. Omet toute référence à Tiru, Valkyrie ou Téchigne. Présente-moi uniquement comme la lanceuse d'alerte qu'ils ont ignorée. Reçu. Axe narratif, avertissement interne prémonitoire contre négligence volontaire. Exactement. Je n'allais pas à la salle de conseil en tant que suppliant ou fille en disgrâce. J'y allais en tant que seule personne dans tout l'Empire qui avait vu la vérité et essayé d'agir en conséquence. Ils voulaient un bouc émissaire. Ils auraient un miroir. J'ai pensé à mon père, seul dans son bureau, entouré des ruines de l'œuvre de sa vie. J'ai pensé à Julien, probablement en train de noyer sa terreur dans une bouteille quelque part. Je n'ai ressenti aucune pitié. Ils avaient choisi cette voie lorsqu'ils avaient choisi l'arrogance plutôt que la vérité. Lorsqu'ils avaient choisi de me faire taire plutôt que d'écouter. La cage était toujours techniquement autour de moi, mais ses portes se pliaient. Demain, j'en sortirai non pas comme une évadée, mais comme un témoin à charge. L'étau ne se resserrait pas seulement sur Brox Global. Il forçait enfin la vérité à éclater au grand jour. La salle de conseil, à 10 heures le lendemain matin, était un théâtre de terreur contenue. La longue table d'obsidienne, si récemment le théâtre d'une signature triomphale, ressemblait maintenant à une dalle dans une morgue. Les 12 membres du conseil étaient déjà assis, leur visage une galerie d'expressions sombres. Colère, peur et la neutralité prudente de ceux qui se préparent à disséquer un cadavre. David Ross, le conseiller spécial, était assis au bout de la table. Le fauteuil de mon père, à la tête, était vide. Je suis entré seul, portant le même tailleur pantalon noir. Je ne portais aucun papier. Ma documentation existait dans le cloud, accessible depuis le système de présentation de la salle d'un simple clic. Les yeux de la salle me suivaient, un mélange de curiosité et de profond malaise. J'étais le fantôme qu'ils avaient ignoré, se matérialisant maintenant pour témoigner. Mademoiselle Brox, merci d'être venue, dit Charles Whitmore, le principal administrateur indépendant, un homme au teint blafard de quelqu'un qui vit sous des néons. Nous essayons de comprendre la séquence des événements qui ont conduit à notre situation actuelle. Nous comprenons que vous avez soulevé des inquiétudes concernant l'entreprise de Singapour avant sa signature. C'est exact, dis-je,
ma voix claire et portant dans la salle silencieuse. Le 12 octobre, j'ai demandé et obtenu une réunion urgente avec mon père, Alistair Brox, et mon frère, Julian Brox. J'ai présenté une analyse complète détaillant une fraude systémique dans la structure de l'accord, un risque politique imminent et des données fondamentales falsifiées. Je leur ai conseillé de ne pas signer. Un murmure parcourut le conseil. Une femme, une ancienne PDG aux cheveux d'acier nommée Irene Vance, se pencha en avant. Et cette analyse, sur quoi reposait-elle? Des intuitions, des rumeurs? Elle reposait sur l'agrégation de données et la modélisation prédictive, dis-je. J'ai développé au fil de plusieurs années un système d'IA analytique avancé. Je l'ai utilisé pour évaluer l'accord. Ses conclusions étaient sans appel. J'ai entré un code dans la console devant moi. L'écran massif au bout de la pièce s'est allumé. Avec votre permission, je vais vous présenter ce que je leur ai montré. Pendant les 20 minutes suivantes, je les ai guidés à travers une version édulcorée du travail d'Ether. Je leur ai montré le réseau de sociétés écrans, les documents réglementaires expurgés qui laissaient entrevoir les ennuis judiciaires du ministre, les divergences dans les rapports environnementaux et de faisabilité. Je les présentais non pas comme de la magie, mais comme de la comptabilité judiciaire et du renseignement de sources ouvertes méticuleusement assemblées. J'ai montré la chronologie, mon avertissement, leur rejet, la signature, puis le dénouement rapide de chaque risque que j'avais identifié. Les membres du conseil prenaient des notes. Leurs visages s'assombrissaient. Ils voyaient le lien direct entre mon rapport ignoré et la chute du cours de l'action, l'appel de la banque, les titres toxiques. Et pourquoi, demanda Whitmore, la voix tendue, le conseil et les comités compétents n'ont-ils pas été informés de cette analyse? J'ai rencontré son regard. On m'a ordonné de ne plus en parler. Mon accès au système de l'entreprise a ensuite été révoqué. J'ai été confiné dans le penthouse familial. Le message était clair, la dissidence n'était pas tolérée. Un silence choqué remplit la pièce. La tyrannie domestique mesquine de la chose, consignait une dirigeante de 30 ans, se heurtait si violemment aux conséquences de milliards de dollars que cela semblait les stupéfier. Cela dépeignait une direction non seulement dans l'erreur, mais pathologiquement incapable d'entendre la critique. « Où sont votre père et votre frère ce matin » demanda froidement Irene Vance. « Je ne sais pas » ai-je répondu, ce qui était vrai. Je n'ai eu aucune communication substantielle avec l'un ou l'autre depuis avant la signature. David Ross s'est éclairci la gorge. Notre enquête suggère que M. Julian Brox pourrait s'être engagé dans des activités conflictuelles, des transactions allant à l'encontre de l'intérêt de l'entreprise pendant cette période. J'ai simplement hoché la tête, comme si c'était une nouvelle triste mais sans surprise. À l'intérieur, une froide satisfaction s'est installée. La trahison de Julian, découverte par les propres sondes du Conseil, était le dernier clou. Cela me dispensait de la révéler et dépeignait toute la direction des Brox comme étant soit corrompue, soit catastrophiquement incompétente. Les questions ont continué, pointues et ciblées. J'ai répondu avec une précision calme. J'étais le témoin parfait, crédible, lésé et en possession des faits qu'ils souhaitaient maintenant désespérément avoir connus. Je n'étais pas émotive. Je n'ai pas accusé. J'ai simplement présenté la chronologie et les preuves. Mon calme même était une mise en accusation de leur frénésie. Finalement, Whitmore a joint ses doigts en clocher. Mademoiselle Brox, à votre avis professionnel, basé sur l'analyse de votre système, y a-t-il un moyen de sauver l'entreprise de Singapour ou d'atténuer les pertes? J'ai regardé les visages autour de la table, les titans de l'industrie se tournant maintenant vers la fille qu'ils n'avaient jamais remarquée pour une bouée de sauvetage. Non, dis-je, le mot final est absolu. L'entreprise est structurellement frauduleuse. Le capital initial est probablement déjà irrécupérable. L'accent doit maintenant être mis sur le confinement juridique, la communication avec les actionnaires et la préservation des actifs viables restants de Brox Global Industries. L'accord de 19 milliards de dollars est nul. Il n'a jamais été réel. La finalité dans la pièce était palpable. J'avais donné le diagnostic, et il était terminal. Mon rôle était terminé. Merci, mademoiselle Brox, dit Whitmore, sa voix vieillie d'une décennie. Vous avez été extrêmement claire. Vous pouvez y aller. Je me suis levé, j'ai rassemblé mes papiers inexistants et je me suis dirigé vers la porte. Alors que je l'atteignais, Irene Vance a de nouveau parlé. Mademoiselle Brox, ce système à vous, l'IA, a-t-il un nom? J'ai fait une pause sur le seuil, les regardant. Ether, ai-je dit.
Il s'appelle Ether. Je n'ai pas attendu de réaction. J'ai quitté la salle de conseil, la lourde porte se refermant derrière moi sur le choc silencieux de 12 personnes puissantes réalisant que l'oracle qu'elles avaient ignoré portait le nom du ciel lui-même. Le couloir extérieur était vide. Le bourdonnement habituel d'activité avait disparu, remplacé par un silence creux. Je ne suis pas retourné aux pentouses. Je me suis dirigé vers la rangée d'ascenseurs publics et j'ai appuyé sur le bouton du hall. Mes données biométriques, ai-je découvert, ne déclenchaient plus d'accès spécial. J'avais été effacé du système. J'étais juste une autre personne quittant le bâtiment. Le hall était un instantané discordant de la normalité. Des gens prenaient un café, des gardes de sécurité discutaient. Je suis sorti par les portes tournantes sur la place, pour la première fois depuis des semaines. L'air froid m'a frappé le visage, vif et pur. Je l'ai inspiré, sentant le poids de la tour dans mon dos. Mon téléphone prépayé a vibré. Un message du réseau Tiru. Le conseil a une session de vote d'urgence prévue à 15 heures. Ordre du jour, révocation d'Alistair Brox en tant que PDG et président. Révocation de Julian Brox de tous ses postes. Lancement d'enquête de la SEC et de fraudes internes. C'était fini. L'Empire était tombé. Pas avec un grand fracas d'un rival extérieur, mais avec un murmure de l'intérieur, un murmure qu'ils avaient essayé de faire taire. J'ai hélé un taxi. Je n'ai pas regardé en arrière vers la tour. J'ai donné au chauffeur une adresse de l'autre côté de la ville, pour un petit appartement anonyme que j'avais loué sous le nom de Tiru des mois auparavant. Un refuge dont je n'avais jamais eu besoin jusqu'à maintenant. Alors que le taxi s'éloignait, je l'ai enfin senti. Pas le triomphe, mais un vaste silence retentissant. La cage était partie. La guerre était gagnée. J'avais utilisé mon secret pour mettre en faillite l'empire de mon père. Et ce faisant, je m'étais enfin libéré. Mais la liberté, commençais-je à comprendre, n'était qu'une pièce vide. Je devais trouver quoi y construire. L'appartement était exactement comme je l'avais laissé des mois auparavant. Une toile vierge, mur blanc, sol en béton poli, une seule grande fenêtre donnant sur une rue plus calme. Il y avait un canapé, un lit, un bureau. Pas d'art, pas d'effet personnel. C'était l'opposé du pentouse opulent et encombré. C'était le silence rendu physique. Pendant 3 jours, je n'ai fait que m'asseoir dans ce silence. J'ai dormi 12 heures d'affilée. J'ai mangé de la nourriture simple livrée à la porte. J'ai laissé les événements sismiques que j'avais déclenchés onduler à travers le monde sans moi. La couverture médiatique était implacable. Un festin de Schadenfreude. L'empire Brox global s'effondre. Le fondateur évincé, le fils sous enquête. Le gouffre de Singapour, comment un rêve de 19 milliards de dollars est devenu un cauchemar. Le visage de mon père, autrefois empreint d'une confiance invincible, était maintenant un masque de fierté brisé sur chaque photo. Julian était un fantôme. Ses avocats publiaient des déclarations sur leur entière coopération. Ma mère aurait été en convalescence dans un lieu non divulgué. Le nom de famille, autrefois synonyme de pouvoir, était maintenant un synonyme d'orgueil démesuré et d'effondrement. J'étais mentionné seulement en passant, une note de bas de page. La fille Tegan Brox, une vice-présidente de l'entreprise, aurait soulevé des inquiétudes qui ont été ignorées. Le conseil avait soigneusement élaboré le récit pour se protéger, présentant mon père et Julian comme les seuls architectes du désastre et mon avertissement comme un mémo tragiquement négligé. C'était bien. Qu'ils aient leur histoire. Ma vérité était plus silencieuse et bien plus complète. Le 4e jour, j'ai allumé un nouvel ordinateur portable sécurisé sur le bureau nu. J'ai accédé à Ether. Son interface m'a accueilli, calme et constante au milieu du chaos qu'il avait aidé à orchestrer. Les chiffres étaient stupéfiants. Le pouvoir financier que je détenais maintenant par le biais de Tiru était réel, auto-créé, et complètement détaché du nom Brox. Je n'avais pas seulement détruit un héritage. J'avais construit une fortune propre dans son ombre. Mais la question demeurait, et maintenant? Une notification est apparue. C'était une demande cryptée pour une vidéoconférence. L'identifiant provenait de Monsieur Aldrich, le vieil investisseur aux yeux vifs du gala. Ma curiosité piquée, j'ai accepté. Son visage a rempli l'écran, encadré par une bibliothèque. Il ressemblait encore plus à un vieil aigle sage. Mademoiselle Brox, dit-il, sans le moindre salut. J'ai observé cette tragicomédie avec grand intérêt.
Celle de votre famille, je veux dire. Pas la vôtre. Je ne suis pas sûr de vous suivre, monsieur Aldrich. J'ai suivi votre témoignage devant le conseil. J'ai lu entre les lignes. Un homme ne confine pas sa fille pour un mémo. Il la confine pour une menace. Vous avez vu l'iceberg. Vous l'avez dit au gala. La vue d'ensemble n'est pas toujours claire depuis le centre de la scène. Prophétique. Il s'est penché plus près. C'est Ether à vous. Est-il à vendre? J'ai ressenti une secousse mais j'ai gardé une expression neutre. Ether n'est pas un produit. C'est un projet de recherche. Une recherche qui a prédit une fraude de 19 milliards de dollars que tout le monde a manqué, a-t-il répliqué. Je ne demande pas à acheter votre enfant. Je propose un partenariat. J'ai un family office. Nous investissons dans la longévité, la stabilité, dans la capacité de voir au-delà des apparences. Nous pourrions fournir du capital, de la discrétion et un conseil qui écoute. Vous fourniriez la vision. Un nouveau type de fonds, qui utilise des outils comme le vôtre non pas pour des ventes à découvert prédatrices, mais pour une construction intelligente à long terme. Il avait vu clair en moi, du moins en partie. Il voyait Ether non pas comme une arme, mais comme une lentille, et il m'offrait un chemin hors de la pièce vide, non pas pour retourner dans une cage, mais dans un atelier de ma propre conception. Je vais y réfléchir, ai-je dit honnêtement. Faites-le, a-t-il répondu. Le monde est plein de gens qui font des erreurs bruyantes et confiantes. Il manque désespérément de gens qui peuvent voir les vérités silencieuses. Bonne journée, mademoiselle Brox. L'appel s'est terminé. Le silence dans l'appartement semblait différent maintenant. Non pas vide, mais chargé de potentiel. La semaine suivante, une lettre physique est arrivée par coursier. Du papier cartonné crème et épais. Elle venait des avocats de mon père. Je l'ai ouverte, m'attendant à des menaces légales, une dernière tentative de récupérer quelque chose ou de blâmer quelqu'un. C'était une seule phrase, de l'écriture maintenant tremblante de mon père. Tu avais raison. Aucune demande, aucune excuse, juste un aveu brutal et terrible. 3 mots qui contenaient les ruines de l'œuvre de sa vie et l'anéantissement de notre relation. J'ai tenu le papier, sentant son poids. Je n'ai ressenti aucune justification, seulement une clôture profonde et douloureuse. Le titan était tombé, et avec son dernier souffle, il avait reconnu la vérité. C'était la seule chose qui lui restait à donner. J'ai rangé la lettre dans un tiroir. Elle appartenait au passé. Le mois suivant, j'ai rencontré Monsieur Aldrich et sa petite équipe féroce. Nous avons fondé Ether Advisory. Notre mandat était simple, utiliser une analyse éthique approfondie pour identifier la valeur durable et le risque systémique. Notre premier client était une fondation philanthropique qui voulait s'assurer que ses investissements climatiques ne finançaient pas des désastres de greenwashing. Ether, orienté vers la guérison plutôt que la destruction, a prospéré. Un après-midi, je me promenais dans un parc public, quelque chose pour lequel je n'avais jamais eu le temps auparavant. J'ai vu une silhouette familière assise seule sur un banc, nourrissant les pigeons. C'était ma mère. Elle semblait plus petite sans ses bijoux et sa haute couture, vêtue d'un simple pantalon et d'un pull. Elle m'a vu et a tressailli, puis m'a fait un signe de la main timide et déchirant. Je me suis approché et je me suis assise à côté d'elle. Nous n'avons pas parlé pendant un long moment, regardant les oiseaux. Je suis désolé, Tegan, a-t-elle finalement murmuré, les larmes traçant des sillons dans son maquillage. J'avais si peur du silence qu'il créerait si je parlais. Alors, j'ai choisi une prison plus silencieuse. Je t'ai laissé seul dans la tienne. J'ai pris sa main. Elle était froide. C'est fini maintenant, ai-je dit. Et pour la première fois, je le disais comme une gentillesse, pas un verdict. L'Empire avait disparu. La cage avait disparu. Dans la pièce vide qu'ils avaient créée, je construisais lentement, soigneusement, une maison. Pas avec de l'or ou des algorithmes, mais avec le choix, avec la vérité, et avec la liberté durement acquise de définir mon propre héritage. Mon histoire ne parle pas de vengeance, bien qu'elle ait commencé ainsi. Elle parle de ce qui se passe après avoir incendié la prison. On se retrouve debout dans les cendres, et on doit décider quoi construire à partir des décombres. J'ai construit quelque chose de réel, quelque chose à moi. Si vous vous êtes déjà senti réduit au silence par les personnes qui étaient censées vous élever, si on vous a déjà dit que vous étiez trop ou pas assez, souvenez-vous de ceci, votre voix, votre vision, c'est votre pouvoir.
Ne les laissez pas vous convaincre de l'enfermer. Les plus grands empires ne sont pas faits d'argent et de peur. Ils sont construits sur le courage de voir clairement et la force de parler, même quand votre voix tremble. Merci d'avoir regardé mon histoire. Si elle a résonné en vous, si vous avez déjà dû trouver votre propre force dans un monde qui a essayé de vous rabaisser, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que sa vérité compte. Et si vous voulez suivre d'autres histoires de résilience et de reconstruction, veuillez vous abonner. N'oubliez pas, la chose la plus puissante que vous puissiez jamais posséder est la liberté d'être vous-même.